J'ai un drôle de parcours. Je dois être un des seuls banquiers d'affaires à Paris qui ne soit pas un banquier d'affaires. Je suis un entrepreneur en finance. Et ma vision, c'était de me dire que je voulais finalement, et c'est pour ça que j'ai créé l'Argilière Finance, être un conseil auprès des dirigeants, comme lorsque j'étais dirigeant, j'aurais aimé rencontrer et avoir un conseil. Nous, ce qu'on adore, c'est quand on dit de nous, ils sont bons et sympas. On a une réunion le lundi matin avec toutes les équipes, la totalité de l'équipe. Je dis systématiquement, attention, c'est pas des fichiers Excel, c'est pas une data room, c'est pas des documents virtuels. Ce sur quoi on est en train de travailler, c'est le patrimoine d'un client. C'est parfois des projets de résidence secondaire, de résidence principale, c'est l'éducation des enfants. Parfois, c'est plusieurs générations de travail. Faire une acquisition, c'est pas très compliqué. On n'envoie pas des fusées sur la Lune. La vraie complexité d'une opération d'acquisition, c'est l'intégration. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Paul Boniou. Bonjour Guillaume. Paul, tu es le cofondateur et le président de la boutique M&A l'Argilière Finance. Merci d'avoir accepté notre invitation et de partager ton histoire dans le Career Insight. La première question est toujours un peu générale. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours ? Alors déjà, merci Guillaume, je suis ravi d'être là, je suis ravi de te rencontrer, je suis très heureux de venir parler de l'Argilière Finance, et puis si mon histoire peut être un tout petit peu, pour quelques milligrammes inspirante pour quelques-uns de tes très très nombreux followers, j'en serais ravi, mais en tout cas, je suis très heureux d'être là, parce que je sais que Training You est très suivi, très regardé, et c'est un vrai plaisir de partager avec toi. Plaisir partagé. Et puis tous tes auditeurs. Merci beaucoup. Alors, sur ton parcours, dans les grandes lignes d'abord, et puis après on va revenir évidemment dans le détail sur chaque étape de ton histoire. Bon alors, j'ai un drôle de parcours. Je dois être un des seuls banquiers d'affaires à Paris qui ne soit pas un banquier d'affaires. Je suis un entrepreneur en finance. Et pour devenir ou pour être un entrepreneur aujourd'hui en finance, forcément c'est un parcours qui est très éclectique, qui est pas du tout linéaire et qui est une somme de paris qui ont parfois marché, qui ont parfois moins bien marché, mais qui aujourd'hui me permettent d'avoir une approche un petit peu différente, je pense, de certains de mes confrères et de mes collègues. Alors moi le jour où j'ai eu le bac, mon père m'a demandé ce que je voulais faire, je savais pas ce que je voulais faire. Donc je me suis dit bon, je vais essayer de faire le truc le plus dur, comme ça si ça marche pas, j'étais pas très bon élève. Je me rattraperai et après je pourrais faire les trucs un peu moins durs si j'échoue. Donc j'ai fait une prépa, pas prestigieuse, je suis rentré dans une école. L'ISC, l'Institut supérieur du commerce. Je savais pas quoi faire à l'ISC. Donc j'ai pris la branche finance que je me suis dit bon, c'est le truc qui a l'air un peu le plus structuré, sachant que si ça marche pas en finance, je pourrais toujours faire d'autres spécialités. Et puis à la fin de ma scolarité, j'étais un petit peu sur ma faim. J'ai le directeur des études qui m'a dit Paul, il faut que tu sois le premier à rentrer en master à l'ESCP. C'est un truc qui s'est créé il y a quelques années. On est en 1988-89. Ça vient de démarrer, écoute, il faudrait que tu sois le premier de l'école. Donc, j'ai intégré le master de l'ESCP et à l'époque, la voie royale, fin des années 80, les années 90, c'était l'audit. Donc je suis rentré en master d'audit et conseil international, comme ça s'appelait à l'époque. J'ai passé une année et demie formidable avec des gens qui avaient des formations très différentes, des universitaires, des ingénieurs. Et puis, tout naturellement, je suis rentré en cabinet. Alors je suis allé chez Arthur Andersen, c'était formidable. Pour moi, c'était la voie royale. Parce que rentrer chez Arthur Andersen, à l'époque, c'était la plus belle marque et les plus belles équipes. Et puis, j'en suis sorti le soir même parce que finalement, ça m'intéressait pas du tout. Parce que il me proposait de faire le métier que j'aimais, auditeur financier, mais pour des grands groupes. Et là, finalement, j'étais pas très malin, je réfléchissais pas beaucoup, je me laissais un peu guider peut-être par mes émotions. Puis je me suis aperçu que finalement, ça m'intéressait pas de travailler pour les grands groupes. Et ce que je voulais, c'était accompagner directement les dirigeants et les familles.
Donc je suis rentré chez BMA, à l'époque ça s'appelait FCC Audit et Conseil, mais c'était le même dirigeant fondateur, Thierry Bello, le grand expert judiciaire des années 90, une équipe de 100 consultants très pointus, avec moitié de mission de commissariat aux comptes, essentiellement pour des groupes familiaux principalement cotés en bourse, et puis l'autre moitié c'était des missions spéciales pour les juges instructeurs et pour les juges commissaires, à la requête des juges commissaires pour les tribunaux de commerce. Et j'ai passé 6 années absolument formidables. Et puis, j'ai appris à compter sur mes doigts, et puis à comprendre à peu près ce qu'il y avait dans un bilan et un compte de résultat. Et ça m'a beaucoup servi, on y reviendra sûrement plus tard dans notre discussion tous les deux, Guillaume, mais très important d'avoir ce socle de compétences et de connaissances. D'ailleurs, je vais faire une petite marche arrière de 2-3 ans. Lorsque j'étais étudiant à l'ISC, il y avait plein de stages possibles, dont des trucs super, et moi j'avais décidé de faire 6 mois de comptabilité générale dans un groupe pour remettre à plat toutes les comptabilités. Et à l'époque, c'était les premiers logiciels comptables. On est en 1985 sur des AS400 qui étaient l'ordinateur IBM surpuissant de l'époque. Et on faisait du paramétrage sur des écrans verts. Il n'y a pas de souris. Et j'avais paramétré tous les plans comptables de toutes les sociétés. Et du coup, je m'étais dit, c'est intéressant d'avoir cette sensibilité parce que ça permet de comprendre les flux, parce qu'on comprend comment on passe du compte de résultat au bilan. Et ça m'a donné un petit socle. Et du coup, tout naturellement après, j'ai fait de l'audit et j'ai retrouvé ce cadre où il y avait beaucoup de rationalité. Alors, on va avancer un petit peu. Ensuite, ma famille m'appelle, me propose de rejoindre le petit groupe familial qui était en développement, qui était dans le secteur du textile et plus spécifiquement dans la distribution textile. Des grands magasins de centre-ville spécialisés dans la distribution de textile. J'ai commencé tout naturellement par un site avec une vingtaine de salariés dont j'ai piloté l'ouverture, le démarrage et le développement. Et puis ensuite, j'ai ouvert d'autres sites. Puis ensuite, je suis devenu directeur général de l'ensemble. Tant et si bien qu'au bout de 5 ans, je suis arrivé au conseil de famille en proposant mes orientations stratégiques qui ont été vigoureusement rejetées. et après un peu de discussion, j'ai considéré que je n'étais pas en mesure, j'avais 35 ans, entre 35 et 40 ans, j'étais pas tout à fait en mesure de valider, 40 ans, de mettre en œuvre une stratégie qui me semblait pas être la bonne. Je suis sorti, et puis là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors j'ai un copain qui m'a appelé, qui m'a dit, tiens Paul, toi qui sais compter sur tes doigts, t'as fait de l'audit, t'es un comptable, tu vas m'aider à vendre la société. Et puis un autre qui m'a dit, tiens, je suis en train d'acheter une société, viens me donner un coup de main. Et je me suis dit que finalement, j'avais acquis par mon parcours extrêmement éclectique, et puis en étant peut-être un peu ballotté d'une décision à une autre, j'avais acquis une expertise et je voulais la transmettre. Et ma vision, c'était de me dire que je voulais finalement, et c'est pour ça que j'ai créé l'Argilère Finance, être un conseil auprès des dirigeants, comme lorsque j'étais dirigeant, j'aurais aimé rencontrer et avoir un conseil. Traditionnellement, un patron de TI, de PME, il est entouré par très bon expert comptable, très bon commissaire aux comptes, un avocat, un notaire, mais il n'a pas quelqu'un qui est à côté de lui et qui lui permet d'avoir cette vision en profondeur, qui l'aide à réfléchir, lui en tant que dirigeant et lui en tant qu'actionnaire. Et moi, finalement, j'avais vécu les deux. J'étais à la fois un technicien du chiffre, avec beaucoup de rigueur, de méthodologie et une très bonne connaissance sur les flux financiers au sein des entreprises. Et d'autre part, j'avais vécu, moi, en tant que dirigeant et actionnaire, toute cette histoire. Et tout naturellement, j'ai créé l'Argilère Finance. Le seul problème, c'est que, encore une fois, énorme défaut de naïveté, peut-être un peu de prétention, j'avais jamais fait de banque d'affaires, j'avais pas de clients, j'avais pas de marque, j'avais rien, et je me suis aperçu au bout de quelques années que finalement c'était assez compliqué. Alors je me suis associé à Tanguy Mantelin, que j'avais rencontré quand je voulais racheter une société. Lui était conseiller du vendeur. Je me suis dit, eh bien, ce gars-là, il connaît le métier, c'est un garçon solide, il parle très bien de son client, il a des réponses très claires. Je trouve que c'est vraiment un gars éthique, solide. C'est avec un gars comme ça que j'ai envie de m'associer. Lui, il s'est dit, Paul, il est marrant, il est rigolo, c'est un entrepreneur, il connaît bien les flux financiers, mais il connaît pas le corporate finance. Et en revanche, il a une vraie sensibilité sur le conseil financier pour les dirigeants. On s'est associés, et on est toujours associés ensemble, 20 ans plus tard, et c'est comme ça qu'est née l'Argilère Finance. Un parcours très riche. On va revenir sur la genèse du parcours, si tu le veux bien. Et la genèse du parcours, c'est
à Troyes, une ville provinciale dans l'Aube, et tu grandis à Troyes avec des parents entrepreneurs. Tu en as parlé, tes parents gèrent une activité de négoce et une chaîne de magasins dans le textile. Est-ce que, selon toi, c'est déjà de là, un peu inconsciemment, qu'est venu ton intérêt pour le monde de l'entreprise? Alors, je vais peut-être m'allonger. C'est un fauteuil. Il faudrait que j'ai un canapé. J'ai presque l'impression d'être chez le psy avec ce genre de questions. Ben oui, bien sûr. Oui, oui. Mes parents sont des commerçants qui ont développé une chaîne de magasins. Donc, il y a vraiment cette culture entrepreneuriale. Il n'y a pas d'horaire de travail, beaucoup d'implications. Quand on découpe le gigot le dimanche midi, on parle du boulot. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait à la fois de l'implication, des valeurs, de l'engagement, que quand ça marchait bien, c'était rewarding, c'est important, et que finalement, il y avait à la fois beaucoup de liberté et beaucoup d'engagement. Alors la liberté, on le sait, et tous les dirigeants le savent, elle est assez factice parce que on a un devoir vis-à-vis de son entreprise, on a un devoir vis-à-vis du projet collectif et de ses salariés, et puis une entreprise gérée de loin, surtout lorsqu'elle est au stade de PME et qu'elle est en forte croissance, ça peut pas marcher, donc il faut être extrêmement engagé, mais oui, j'ai pris ce virus. J'en ai surtout pris conscience. Un peu. Finalement, je suis un peu le couillon de service. Je me suis laissé guider par des choix comme ça, un peu au dernier moment. Mais quand je suis allé chez BMA et que je suis pas allé chez Arthur Andersen, je me suis dit que je voulais être au plus près des dirigeants et que c'est là qu'il se passait quelque chose. Intuitivement, je sais pas trop. Aujourd'hui, je le sais mieux. Il n'y a pas de vérité, donc je détiens que ma petite vérité à moi, mais en tout cas, je sais qu'à ce moment-là, ça a été un choix extrêmement fort et que ça venait sûrement de ce parcours familial. Donc l'enfance où tu baignes dans ce milieu très entrepreneur, très business, et puis ensuite tes études. Là, tu quittes Troyes pour rejoindre Paris, d'abord pour faire une classe préparatoire aux grandes écoles. Ensuite, tu rejoins, tu en as parlé, l'école de commerce ISC, où tu vas te spécialiser finalement par pragmatisme vers la finance. Et enfin, tu fais un master en audit et conseil international à l'ESCP. Quand est-ce que tu as vraiment découvert la finance et pourquoi ce domaine t'a attiré au départ? Est-ce que c'était vraiment un pur hasard? Est-ce que c'était le plus petit dénominateur commun ou est-ce que vraiment il y avait une appétence quand même pour les métiers de la finance? Alors, je vais te répondre, mais préalablement, je voudrais quand même dire que t'es très très bien renseigné. Hein. À part ma famille, personne connaît aussi bien ce parcours. Alors, ça reste mon parcours à moi et c'est très modeste et c'est très... Mais... Je n'ai utilisé que l'information publique. Oui, alors il a fallu très très bien chercher et faire beaucoup de recoupements, mais je vois que t'es quand même renseigné comme les services secrets. Hein, c'est terrible. Donc ça fait un peu drôle de passer sur le grill comme ça. Mais la finance, pourquoi? Je pense que c'était une façon pour moi de réjouir ma partie rationnelle. Et c'est ce qui m'a paru être le plus nourrissant intellectuellement. Et j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à avoir fait cette expérience qui est finalement très mosaïque, que quand on commence par paramétrer des schémas d'écriture comptable, quand on remonte des comptabilités au quotidien, quand ensuite on fait du commissariat aux comptes, mais surtout quand on fait des missions spéciales, parce que les missions spéciales c'est qui a volé quoi et combien et où est passé l'argent. C'est intéressant parce qu'on réfléchit sur les flux. Finalement tout ça c'est très réjouissant sur le plan intellectuel et c'est vraiment ce qui m'a plu. Ensuite, finalement, ça n'a été que l'antichambre du plaisir que j'ai aujourd'hui à être dans la dimension humaine et au cœur des relations humaines grâce à la finance. Alors, début de carrière en audit, tu en as parlé là aussi. D'abord, Arthur Andersen, effectivement, l'un des plus gros cabinets d'audit à l'époque. Je pense que personne se souvient de moi là-bas parce que je sais pas combien de temps. Et ensuite, effectivement, BMA, une plus petite structure, plus proche des entrepreneurs. 2 questions sur ça. Tu en as déjà un peu parlé, mais je les repose pour que tu puisses préciser un petit peu tes arguments. Déjà, pourquoi l'audit en début de carrière? Et pourquoi vraiment avoir directement quitté Arthur Andersen pour rejoindre BMA? Ben, aujourd'hui, si je raisonnais de la même façon, et si je me projetais 30 ans plus tard, et si j'avais 20 ans aujourd'hui, je postulerais chez JP Morgan, à Londres, et chez BlackRock. Les plus connus et les plus gros noms. Et l'audit, c'était la voie royale à l'époque.
Ce qu'est aujourd'hui la très grande banque d'affaires ou la très grande maison d'investissement. On va en parler effectivement. Et pour moi, c'était très naturel. Mais je voulais cette proximité avec les dirigeants. Mais j'ai été merveilleusement récompensé de ce choix. Tous les lundis matins, quand vous commencez dans l'audit, et alors à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur. Hein. On se promenait avec nos classeurs et il y avait on avait des calculatrices avec des bandes de papier. Ça fait rigoler. Hein. Alors c'est après le hiéroglyphe quand même, hein, et le papyrus, mais on faisait quand même les additions à la main. Et puis on se promenait avec des gros classeurs qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir dans le train pour la confidentialité. Ça m'est bien resté, cette notion. Tous les éléments importants autour de la confidentialité, de l'éthique dans la banque d'affaires, ça a été un apprentissage formidable. Et tous les lundis matins, je prenais le premier train ou le premier avion pour aller à Bâle, pour aller à Cherbourg, pour aller à 200 km de Paris. Et le lundi matin, à 9h, j'avais rendez-vous avec le patron de la boîte locale. C'était toujours le même rituel. On arrivait avec notre casquette marquée police. Parce que forcément, quand on est commissaire aux comptes, on est contrôleur et on est accueilli agréablement, mais on était quand même perçus comme étant des contrôleurs un peu inquisiteurs. Donc, café dans le bureau du patron, tour de l'usine, déjeuner, puis après on commence à bosser. Généralement, à 14h, après le café, le tour de l'usine ou des bureaux et le déjeuner, je reprenais le grand livre et la balance générale et je savais exactement si l'entreprise gagnait de l'argent ou en perdait, quel était le climat social et est-ce que ça devait déboucher sur des provisions pour des prud'hommes, si l'entreprise était en croissance, en développement ou pas. Ça m'a permis d'avoir un ancrage très très concret parce que quand vous faites ça 40 fois dans l'année pendant plusieurs années, vous avez une vision très exacte de ce que vous allez trouver et vous faites le lien entre les hommes, les chiffres et l'entreprise. Alors justement, l'audit, voie royale dans les années 80-90, mais métier assez mal considéré aujourd'hui par beaucoup d'étudiants et de jeunes diplômés. Quel est ton avis sur ça et pourquoi, à ton avis, c'est encore une bonne voie, une voie intéressante, l'audit en début de carrière aujourd'hui? Alors déjà, il n'y a pas de saut métier. Et porter des jugements sur un métier, moi, ça me met un peu mal à l'aise. Alors pour le coup, si on parle de l'audit, je vais clairement en être un défenseur. Et j'ai souvent cette discussion avec des stagiaires en fin de stage. Lorsque je sens qu'ils ont parfois quelques lacunes sur la technicité, sur la rigueur, sur la méthode, sur la compréhension de certains flux. Tous les jeunes qui passent chez nous sont super bons. S'ils viennent s'agir chez nous, c'est qu'ils sont très très bons. Mais je leur conseille, et parfois ils me posent la question, qu'est-ce que je dois faire? Je leur dis, fais 2-3 ans d'audit, tu vas découvrir un métier formidable et tu vas apprendre un vrai métier. Aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile qu'à une époque de passer de l'audit vers la banque d'affaires. Je connais pas beaucoup d'auditeurs qui sont passés à la banque d'affaires de mon époque. Hein. Tu étais déjà une exception. Oui, généralement, les auditeurs qui font de la banque d'affaires sont très souvent les équipes de corporate finance des Big Four. Qui ont une appétence particulière pour le corporate finance et qui souvent ont commencé en audit, voire surtout en TS, et qui ensuite glissent vers le corporate finance. Mais dans les banques d'affaires, d'une manière générale, c'est rarement des auditeurs. Quoi qu'il en soit, je renouvelle ce que je disais, c'est très structurant pour la pensée, pour la rigueur, de passer par l'audit. Alors après l'audit, pour toi, c'est le retour aux sources. Tu en as parlé. Tu rejoins l'entreprise familiale pour aider tes parents et développer effectivement cette entreprise. Pourquoi? Parce que ça répond à ma question. Finalement, je voulais être entrepreneur. Comme tu l'as très bien souligné tout à l'heure, quand j'étais allongé sur le divan, oui, j'ai eu le virus de l'entrepreneuriat qui est venu très tôt et c'est sûrement né en famille. Donc, lorsque ma famille m'a proposé de les rejoindre, j'ai trouvé ça absolument formidable. Et puis, alors, l'audit, c'est formidable, mais moi, j'ai pas fait le choix de passer les examens et de devenir expert comptable et commissaire aux comptes. À l'époque, on avait plein d'équivalences de ce qui s'appelait du DESCF, donc il me restait vraiment quasiment rien passé. Mais je me suis dit non, c'est très bien, mais je ne veux pas être un observateur du monde entrepreneurial. Je veux en être un acteur. Et j'avais plusieurs propositions sur la table. Et je pense que c'est ce qui a déclenché ma famille à me proposer justement de les rejoindre et non pas d'aller devenir un entrepreneur ou un manager dans un groupe extérieur. Quelles ont été tes principales missions au sein de l'entreprise familiale? L'apprentissage, déjà avant tout, étape par étape. C'est-à-dire qu'au début, j'ai
commencé par diriger un magasin. Un magasin type, c'était 1000 mètres carrés en hyper-centre-ville, en province, avec toute la partie immobilière d'abord, ensuite équipement, organisation, et puis ensuite recrutement, déploiement, marketing, publicité. Très opérationnel. Alors, ultra opérationnel. C'est le monde de la PME, de la petite PME, où généralement, il n'y a pas de management intermédiaire et très peu de structures transversales d'accompagnement. On met les mains dans le cambouis. Donc, on met les mains dans le cambouis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être là le premier le matin. Il faut partir le dernier le soir. Ça veut dire qu'il faut être exemplaire, surtout sur les tâches les plus modestes. Ça veut dire qu'il faut que les vacances n'existent plus beaucoup. Et ça veut dire qu'il faut beaucoup de tempérance. Parce que quand on est manager en audit, ce que j'ai fait en quittant BMA, vous avez des jeunes qui sont surdiplômés, surmotivés, surpayés. Quand vous arrivez dans une entreprise de retail, la population est très différente et les ressorts de l'engagement sont différents. Donc, il faut créer véritablement un socle. Il y a beaucoup plus d'écoute, il y a beaucoup plus de tolérance à avoir, il y a beaucoup plus d'accompagnement, il y a énormément de pédagogie. Du coup, je pense que j'ai pas toujours été bon, parce que il y a eu un choc culturel important pour moi entre une entreprise de distribution en région versus des auditeurs parisiens surexcités et surtravailleurs. Donc, ça a été une école formidable et je pense que j'ai fait de mon mieux et j'ai vraiment accompagné avec beaucoup de plaisir. Et autant j'ai essayé de transmettre et d'apprendre aux équipes, autant les équipes et ce management m'a beaucoup appris. Il y a une chose importante, c'est que à l'époque, j'étais très féru d'organisation managériale et j'ai mis en place beaucoup d'outils d'organisation et beaucoup d'éléments de suivi, ce qui à l'époque était assez original dans ce monde de la PME. Alors justement, avec le recul, dans quelle mesure ça a été vraiment une bonne école et ça t'a servi ensuite dans la suite de ta carrière et dans la création de l'Argilière Finance? On va en parler après. Alors, quand je suis sorti de cette entreprise, j'avais quelques centaines de salariés. Pas de management intermédiaire. Ça veut dire que il y avait une avalanche permanente de questions, de sollicitations. J'étais totalement épuisé. Je me suis dit, plus jamais de salariés. Donc, quand j'ai créé l'Argilière Finance, je me suis fait une promesse, Paul, plus de salariés. Bon, j'ai raté cette promesse. Alors, on y vient, justement, Paul. On est en 2005 et là, tu décides de quitter l'entreprise familiale et de monter ta propre structure. Cette entreprise, c'est l'Argilière Finance et c'est une banque d'affaires dédiée aux entrepreneurs. Finalement, c'était le meilleur moyen de concilier tes deux passions pour la finance d'entreprise et pour l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous raconter le contexte de la création de l'Argilière Finance? J'avais commencé depuis quelques mois et quelques années à conseiller des dirigeants de manière indépendante. Et j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'hypocrisie qui était d'aller voir des dirigeants en leur disant ne soyez pas tout seul, ayez un conseil, en étant moi-même un conseil qui était tout seul. J'ai toujours essayé de m'appliquer à moi-même ce que je conseillais aux autres, et j'ai surtout essayé de pas faire aux autres ce que je voulais pas pour moi. Donc, tout naturellement, je me suis dit, Paul, t'es tout seul. Donc déjà, t'es pas coaché alors que tu veux coacher quelqu'un. Premièrement. Deuxièmement, t'as pas de barrière de protection, c'est-à-dire que personne contrôle ce que tu fais. Or, à un moment, dans le conseil, il y a un delivery opérationnel sur des documents de présentation, sur des chiffres, sur des dossiers à monter. Si personne les revoit, en faisant ça, je donnais un coup de canif à ce qui était l'une des choses absolument clés dans l'audit, qui est la revue de dossier. Ce qu'on a très bien mis en place chez l'Argilière Finance et qui est une de nos grandes forces. Mais au bout d'un moment, je me suis dit non, tout seul, ça marche pas. Et puis, quand tu fais de l'exécution, tu te formes pas. Quand tu te formes, tu fais pas de commercial. Et au final, le triptyque de couper sa journée en trois ne marche pas. Donc, tout naturellement, il fallait s'associer. Alors, comment as-tu connu ton associé? Tu en as un petit peu parlé, mais comment ça s'est fait? On s'est vu une fois. Lui était conseiller du vendeur, moi j'étais l'acheteur. On n'a pas fait l'opération, mais je me suis dit, il est vraiment bien ce gars-là. C'est un gars solide. Il y avait une complémentarité entre lui et toi. Et puis une complémentarité, déjà du respect.
et de la confiance. D'emblée, je marche énormément l'intuition. Ça m'a toujours beaucoup récompensé. Et donc, j'ai été très à l'écoute des signaux faibles. J'ai trouvé que c'était quelqu'un de solide et de bien. 20 ans après, on est associés ensemble et tout se passe pour le mieux. Et on est très complémentaires. L'un avec l'autre, donc beaucoup de complémentarité. Et du coup, tout naturellement, on a commencé un peu à essayer de trouver des clients, parce que quand on n'a pas de marque, pas de track record, pas de réputation, c'est assez compliqué. Alors justement, 20 ans après, c'est assez long finalement. Est-ce que tu peux nous parler des grandes étapes du développement de l'Argilière Finance pendant cette période ? On a eu 2005-2012 véritablement un démarrage extrêmement modeste. On avait un petit bureau porte de Saint-Cloud. On n'était pas au centre du quartier des affaires. Et on avait une approche plutôt avec les petites PME. Et on était déjà extrêmement attentif à n'accompagner que des opérations que l'on comprenait. Et toujours avec un mandat exclusif. Ce qui fait que on n'avait pas beaucoup d'opérations, on faisait assez peu d'opérations, mais on a beaucoup appris et on a été très opiniâtre. En fin 2012, on a commencé à avoir un petit peu de développement et on s'est dit, on a finalement de l'ambition, on a des éléments qui nous donnent beaucoup de satisfaction, on a des bons retours de nos premiers clients. Donc, on a décidé d'acheter des bureaux, de recruter une équipe. On s'est installé dans le quartier de la Muette. On a pris des beaux bureaux. On a commencé à recruter des stagiaires. On a commencé à recruter un directeur, deux directeurs. Et puis, ça nous a mené tout naturellement à un beau développement vers 2015-2016 et on a accéléré assez fortement. On a commencé à travailler sur la méthodologie, sur l'organisation interne, même si l'équipe était encore extrêmement modeste en nombre de collaborateurs et de managers. Et puis, en 2019, on a senti un vrai décollage. Parce qu'on commençait à avoir la réputation d'être des gars solides et à faire des bonnes opérations. Puis 2020, patatras. Mois de mars, on est tous partis en confinement. On a plusieurs LBO qui sont restés suspendus et qui n'ont pas abouti. Et puis en juin, début juin, le téléphone a commencé à ressonner. On a sorti nos opérations. Et puis finalement, tout le travail que nous avions fait les années précédentes, c'est un peu, il y a eu une espèce de comment dire, de réussite autour de tout ce qu'on avait fait et qui s'est catalysé en quelques mois et qui nous a permis de réussir ce que nous avions en portefeuille, d'entamer une nouvelle mission, de parier sur les équipes que nous avions embauchées et on est depuis extrêmement content de la croissance que nous avons et de la confiance que nous témoignent nos clients et également, point très important parce que c'est peut-être le cœur du réacteur, de la fidélité de nos équipes. Alors, il existe beaucoup de boutiques M&A sur la place parisienne. Si tu devais mettre en avant 3 différences de l'Argilière Finance par rapport à ces acteurs, tu dirais quoi ? 2 choses. Enfin, alors je dirais plein de choses. C'est toujours très difficile de résumer parce que c'est aujourd'hui c'est 35 humains qui sont animés autour d'une équipe et puis des réseaux d'advisors et de partenaires. Mais peut-être en quelques mots, nous ce qu'on adore, c'est quand on dit de nous, ils sont bons et sympas. Il n'y a pas de prétention, au contraire. On veut rester très humble. Alors peut-être est-ce dû à tout le chemin qui a été fait pour en arriver là, mais on est resté très humble et on considère souvent que lorsqu'on réalise une opération, alors c'est en plus de 3 mots ou 3 idées, je suis désolé, mais quand on réalise une opération, on explique vraiment à nos clients et on explique en interne aux équipes que on est une usine, on est les cols bleus de la finance. On n'est pas l'école blanc, on n'est pas à la City, on n'est pas à New York, on n'est pas à Singapour. On est l'école bleue des clients parce que il y a un bureau d'études qui prend un projet qui va être une pièce à fabriquer. Le bureau d'études regarde si l'usine est capable de fabriquer la pièce ou pas. On appelle ça se créer une conviction. Si on pense que oui, alors la pièce part à l'usine. On a les plus belles machines du marché. C'est pas très sympa, mais c'est vraiment l'école bleue. On a les meilleurs ouvriers du marché. Et puis ensuite, chacune des étapes est contrôlée par le service qualité.
Et puis à la fin, la pièce unique, une fois qu'elle est réalisée, on la livre au client et il a participé à chacune des étapes et c'est le closing, c'est le succès de l'opération. On a vraiment cette approche d'organisation, de qualité d'exécution qui est extrêmement importante. Donc on veut être bon et sympa en externe, parce qu'il faut être très proche de nos clients, il faut écouter les opérations. On a une réunion le lundi matin avec toutes les équipes, la totalité de l'équipe. Je dis systématiquement, attention, c'est pas des fichiers Excel, c'est pas une data room, c'est pas des documents virtuels. Ce sur quoi on est en train de travailler, c'est le patrimoine d'un client. C'est parfois des projets de résidence secondaire, de résidence principale, c'est l'éducation des enfants. Parfois, c'est plusieurs générations de travail. Donc, chacune des étapes de l'exécution d'une opération, c'est pour le patrimoine de nos clients. C'est donc extrêmement important. Donc, on n'est pas des grands banquiers d'affaires parisiens en haut de l'Olympe qui regardons le monde tourner. On est un des acteurs et on est aux côtés de nos clients. Donc, beaucoup d'humilité vis-à-vis de nos clients et en interne, beaucoup de collaborativité. C'est ce qu'on appelle aussi le sympa. Beaucoup de collaborativité. On travaille sur des plateaux. Et on est en débordement permanent. Dès qu'il y en a un qui a trop de boulot, il lève la main, il se fait aider par un autre. Et les équipes apprennent très très vite. Je crois qu'on est considéré comme une... Et là, pour le coup, je parlais d'humilité. Là, je vais témoigner beaucoup de fierté. Pas de la vanité, mais de la fierté. Je crois qu'on est considéré comme une des meilleures écoles de formation dans la banque d'affaires. En tout cas, dans notre environnement de small et mid cap. Parce que un jeune, dès le premier jour, il est sur le dance floor et il est potentiellement confronté à rencontrer le client, à prendre son téléphone et il va accompagner un dossier à chacune des étapes. Un stagiaire, il fait pas que du PowerPoint. Il va en faire, bien sûr, mais c'est pas le sujet parce que on est de plus en plus aidé par les outils. On a des très très bons outils et ça va n'aller qu'en accélérant. Il va participer à la data room, il sera en réunion avec le client et il va vivre chacune des étapes intégrées dans une équipe, comme l'analyste senior, comme l'associate, comme le VP, comme le manager, comme l'associé. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur les outils. On a parlé tout à l'heure du métier d'auditeur qui avait totalement changé avec l'apparition. Je serais incapable de faire de l'audit aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait à l'époque. Prolongeons un peu ces éléments pour le métier de banquier d'affaires aujourd'hui, mais surtout demain. Dans quelle mesure les nouvelles technologies comme l'IA va changer le métier de banquier, notamment le métier de banquier junior, les tâches de junior? Alors, je rentrerai pas dans le détail parce que c'est un sujet sensible et un peu confidentiel. En revanche, c'est un sujet clé dans l'attention que nous portons à cette disruption issue de cette technologie. Mystère, mais... Tout est dans la réponse. Mais... on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans quelques années. Aujourd'hui, on est déjà très aidé par les outils. Le métier évolue en permanence, en fait, grâce à ces outils. Alors, on n'est pas en haut de la vague, mais on est bien sur la vague. Et on est très attentif à ce sujet. Alors, avant de parler plus en détail du métier de banquier d'affaires, je reviens juste sur quelques éléments de l'Argilière Finance. D'abord, l'implantation régionale de l'Argilière Finance. Vous êtes présent dans plusieurs géographies. Vous êtes présent évidemment à Paris, mais aussi en région, avec des bureaux à Nantes et à Lyon. Et vous êtes aussi présent à l'international, avec 2 bureaux à Bruxelles en Belgique et à Genève en Suisse. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement au quotidien d'avoir cet ancrage à la fois local, en région en France, et international? Alors, il y a un balancement. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des fonds d'investissement, il y a des banquiers, il y a des équipes d'avocats qui aiment bien la proximité régionale. Moi-même, j'ai grandi en région, donc j'y suis particulièrement sensible. Et on est presque tous des provinciaux. Dans les associés. Non, tous les associés sont des provinciaux. Donc on a cette sensibilité du gars au coin de la rue, mais également de la réputation, mais également de soit de la confiance, soit de la défiance liée à la proximité. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des familles qui aiment être conseillés localement. Il y en a d'autres qui aiment bien venir à Paris pour délocaliser un peu les sujets. C'est important d'être au plus près et de répondre à ces différentes attentes. Deuxièmement, on a sur nos bureaux en région des professionnels très ancrés dans le territoire local et qui nous permettent de faire rayonner la marque et nos valeurs auprès d'acteurs qui n'auraient peut-être pas eu la volonté de prendre un acteur parisien. Donc, c'est bien d'être présent. Et puis, il y a un ancrage de proximité qui est très, très bien. Alors, nos acteurs régionaux sont des acteurs qui ont vocation à
piloter et à animer des machines et des ouvriers en col bleu de l'usine à Paris. On veut pas avoir des usines dans les bureaux parce que ça voudrait dire que le service qualité risquerait d'être un peu moins présent et on risquerait d'avoir un peu moins de capacité de contrôle sur le process. Si je comprends bien, il y a un travail d'origination qui est fait en région. Origination et accompagnement des deals. Accompagnement. Parce que c'est important pour justement ces acteurs qui veulent avoir en région un partenaire local. C'est important qu'à chacune des étapes clés, le manager local soit là. Mais en revanche... L'exécution et la production se fait de manière centralisée à Paris. Alors c'est ultra centralisé parce que la qualité des outils, la qualité des hommes, c'est indispensable. Donc il faut avoir tout ça au quotidien sous le regard. Et puis c'est important également qu'il y ait une uniformité de qualité. Parce que si vous commencez à décentraliser vos outils, vous risquez d'avoir une qualité de travail, statistiquement, qui risque d'être différente. Or, on est très attentif à la qualité de ce qu'on délivre. Alors, il y a l'implantation régionale et il y a une deuxième particularité de l'Argir Finance, c'est son positionnement très axé sur les segments small et mid cap auprès des entrepreneurs. En quoi c'est différent de conseiller en small mid cap par rapport à un grand groupe en large cap? Alors, on conseille les grands groupes sur des opérations small ou mid cap, sur des beaux carve-out. Mais dans ce cas-là, ça fait appel à notre expertise d'acteurs du small et du mid cap. Même si on accompagne par exemple un grand acteur coté actuellement qui nous a confié le carve-out d'une de ses activités, ça va être un deal de nature mid-cap. Donc, on est sûrement mieux outillé qu'une très grande banque internationale parce que il va y avoir, on va être dans un environnement de deal mid-cap avec des interlocuteurs mid-cap. On travaille également pour des grandes banques qui nous confient leurs petites opérations parce qu'ils sont pas outillés en interne. Des grandes banques d'affaires. Et c'est intéressant parce qu'ils retrouvent chez nous la qualité de delivery qu'ils pourraient avoir dans leur service, mais avec des coûts de revient qui vont leur permettre des coûts de revient qui sont adaptés à la taille de l'opération. Alors, en quoi est-ce différent? Premièrement, on est essentiellement un acteur du non-coté. C'est peut-être le premier point. Parce que les réglementations sont pas les mêmes et les communautés, les réseaux ne sont pas les mêmes. Ce qui ne nous empêche pas de faire quelques opérations dans l'environnement capital market, mais on est plutôt un acteur du non-coté du private equity. Deuxièmement, ce sont des communautés d'avocats, d'experts de la transaction services, de cabinets d'audit, de fonds d'investissement, d'acteurs corporate, d'équipes qui sont pas les mêmes. Finalement, on se croise assez peu. Et il nous a paru être extrêmement important d'avoir des limites à notre océan plutôt que d'aller dans tous les océans. Est-ce qu'on parle de la même manière à un grand groupe qu'à un patron de TPE, PME en province? J'imagine que le rôle de pédagogie, la dimension humaine est vraiment différente dans les deux cas sur une opération M&A. Alors, je suis très ennuyé pour vous répondre à ça. Parce que naturellement, on devrait dire oui, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Vous avez des gens qui ont des exigences extrêmement importantes. Et vous pouvez... la forme est peut-être pas la même, mais le fond doit être le même. Le fond, c'est quoi? C'est une très bonne connaissance de votre métier et de vos préconisations, une exécution absolument sans faille, parce que quand vous vendez un patrimoine de 3 générations, vous mettez en risque, même si c'est sur ce qui pourrait paraître au niveau de la place parisienne un tout petit deal, ça va être extrêmement important pour cette famille et peut-être plus important en termes d'incidence que pour un salarié d'un grand groupe. Donc il faut apporter la même rigueur, la même éthique, notion de confidentialité, l'absence totale ou la gestion des éventuels conflits d'intérêts. Donc le fond, c'est le même. De la rigueur, de la rigueur, de la rigueur. La forme va être peut-être différente, c'est-à-dire que vous allez avoir des drivers de décision qui ne seront pas tout à fait les mêmes. Et tout naturellement, c'est consubstantiel à la position de chacun. Dans un grand groupe, des décisions seront prises très souvent en comité par des experts avec des éléments de rassurance extrêmement précis, alors qui seront plus sur des socles de rationalité et peut-être un peu de politique, parfois, semble-t-il. Alors que dans le monde de la PME, vous allez plus parler aux émotions d'un dirigeant et vous allez plus parler à ses peurs et à ses joies et vous allez plus être proche de ses décisions en tant qu'homme.
Troisième particularité de l'Argile Finance, et d'ailleurs on le voit de plus en plus dans les boutiques small mid cap comme la tienne, c'est l'appartenance à un réseau de banques d'affaires internationales. Et l'Argile Finance est membre du réseau Network International qui a été initié par une banque d'affaires en Allemagne qui s'appelle Network Corporate Finance. Encore une fois, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien pour, un, originer les mandats et deux, exécuter les mandats? Alors, ça fait plusieurs années qu'on échange avec ce réseau. On a mis un peu de temps à se trouver. Et aujourd'hui, c'est un bonheur absolu. J'étais à Turin il y a 2 semaines. Je vais être sûrement à Varsovie dans 3 semaines. On a un meeting à nouveau au mois de juin. Je sais même plus où c'est. Amsterdam. On a nos juniors qui partent à Birmingham parce que c'est pas qu'un truc d'associés, c'est un truc de juniors aussi. Donc, on sélectionne tous les ans ou 2 fois par an des associés et des VP qui vont rencontrer leur alter ego. Et qui échangent entre eux. Ils échangent la journée et puis il y a une dimension conviviale et de manière très conviviale jusqu'à très tôt le matin, enfin très tard le matin. Donc c'est très sympa. Ce qu'on fait nous aussi entre associés, mais on a mis en place un CRM commun. On a une organisation de request for help in, request for help out. On a des échanges sur des sujets sectoriels. On a des échanges sur nos expertises, sur des typologies de deals. On travaille de plus en plus et on a aujourd'hui créé et tissé des liens amicaux qui nous permettent de travailler avec ces banques d'affaires dans différents pays. On a une particularité. Premièrement, c'est purement de l'échange bienveillant. On ne monétise pas nos échanges entre nous. Je pense qu'on est le seul réseau où il n'y a pas une grille de tarifs. Hier, j'étais chez mon teinturier. La chemise, c'est 3 €, le costume, c'est 15 €, la paire de draps, c'est 18 €. Nous, il n'y a pas de barème et il n'y a pas d'échange financier. Donc, c'est sur la bonne volonté. D'accord. Et on échange beaucoup. Échange de bons procédés. Ce qui est très curieux. Bien sûr, s'il y en a un qui n'est que... Mais c'est comme toujours dans la vie. Si vous faites que recevoir, à un moment, vous lassez un peu. Si combien de banques d'affaires dans ce réseau aujourd'hui? On est 12. Et on est en train d'étendre très largement parce que il y a pas mal d'acteurs qui souhaitent nous rejoindre parce qu'on a une approche, mais finalement qui marche bien avec celle de la culture de l'Argile Finance, bon et sympa. C'est un acteur par pays? Un acteur par pays ou par zone géographique. Par exemple, en Pologne, on a un acteur qui tient pas mal de pays d'Europe de l'Est et qui est l'acteur émergent du mid-cap en Pologne qui est très, très bien. Peut-être un exemple concret, c'est vous êtes sur une opération cross-border, vous cherchez une contrepartie à l'étranger. T'as raison j'allais préciser ce point, t'as raison de me remettre sur les rails. Très important, tous les deals pour nos clients français sont pilotés depuis Paris. C'est-à-dire qu'on va pas demander de l'exécution à une équipe étrangère. Travailler en anglais et travailler sur n'importe quel marché, on sait le faire. On a vendu pour un actionnaire malaisien via sa banque privée monégasque, sa société anglaise, à un acteur japonais pendant le confinement. Il s'est rien passé en France. Ça s'est très bien fait et ça a été totalement piloté par les équipes de Paris. Donc c'est pas le sujet. En revanche, avoir de l'intelligence culturelle locale, identifier les contreparties, renforcer une expertise sectorielle par une approche bienveillante et un soutien bienveillant dans des membres du réseau, ça c'est formidable. Mais en revanche, nos clients, on les accompagne. Mais il y a quelques années, on avait un sujet d'acquisition en Allemagne, dans le secteur industriel. Aucun dirigeant ne parlait anglais. Alors moi, j'ai fait pas mal d'années d'allemand, mais je serais absolument incapable aujourd'hui même de commander un café, je pense, à Berlin de manière fluide. Donc, on était très content d'être assisté par notre partenaire allemand, mais le deal ensuite a été repris en main et a été piloté depuis Paris. Alors, Paul, on a beaucoup parlé de M&A, mais l'Argile Finance, c'est pas que du conseil M&A, il y a aussi du conseil stratégique, il y a du conseil en financement, à la fois dette et equity. Est-ce que tu peux nous en parler? Et est-ce que tu peux citer une mission récente et marquante pour chaque activité de la boutique? Alors, je vais prendre notre plus ancien client. Alors, notre cœur de métier, c'est le M&A. On fait 80% de nos opérations. Ce sont des opérations de cession, des opérations de LBO et des opérations d'acquisition. C'est vraiment le cœur du M&A. Et quand je parle de LBO, Mino, Majo, Obo, Sponsorless, donc toutes les formes. C'est très important d'avoir également cette vision stratégique parce que il faut pas être prétentieux. Une opération de corporate finance, une opération de M&A, elle s'inscrit dans un continuum pour le dirigeant et pour l'actionnaire. Nous, on est une lame d'un couteau suisse que le dirigeant ou les actionnaires ou les investisseurs ont dans leur poche et qu'ils vont actionner à un moment. Et il faut, nous, par exemple, typiquement, quand on est à l'acquisition pour certains de nos clients, on leur dit, faire une acquisition, c'est pas très compliqué. On n'envoie pas des fusées sur la Lune. La vraie complexité d'une opération d'acquisition, c'est l'intégration.
Donc, utilisez-nous au maximum, nous, en tant que banquier d'affaires, pour commencer à lever tous ces points-là et vous permettre, vous, d'avoir la vision la plus claire possible quand vous ferez l'intégration. Parce que les enjeux sont là. Vous pouvez faire la meilleure acquisition du monde, si l'intégration humaine est mal faite, vous allez détruire de la valeur. Et c'est bien de parler de valeur. Dans les faits, c'est quoi? C'est des emplois, c'est du savoir-faire, c'est très souvent des emplois en région, c'est des clients qui sont mal servis, c'est de la réputation. C'est très important de pas détruire pas détruire de la valeur. Donc, servez-vous de nous en tant que banquier d'affaires. Donc, quand on parle de ça, on parle de l'amont des opérations et on parle de l'aval des opérations. Ben, on est au cœur de l'analyse stratégique. Donc, on aime bien donner une dimension stratégique et positionner nos missions au bon moment. Ça veut dire également que lorsqu'on discute avec nos prospects, on est toujours très attentif à regarder l'alignement. Et après, je répondrai à ta question plus précisément, mais sur les autres métiers. Mais on est toujours très attentif à regarder l'alignement des 3 sphères. La première sphère, c'est l'état du marché. On a tous les outils de crunching, d'analyse, les experts, les advisors. On est très très bon. On a une vision très claire des drivers du marché. Menaces, opportunités. Ensuite, on regarde les éléments intrinsèques à l'entreprise. Une entreprise en croissance avec de l'ARR, une bonne réputation, pas de dépendance client, pas de dépendance fournisseur, pas de dépendance manager, sera toujours mieux valorisée que la même entreprise qui fait le même résultat, mais qui présente des failles. Donc, les éléments intrinsèques à l'entreprise, en prenant ces exemples très simples. Puis, le troisième point dont on parle depuis le début, c'est quelle est la volonté des actionnaires? Quel est le driver de décision? Donc, c'est très important de regarder ça. Et pour bien comprendre ça, il faut avoir toujours cette vision très en amont, très en aval. Et finalement, on est un des acteurs on est un des maillons de la chaîne stratégique. Alors, du coup, on a besoin d'avoir une approche 360 degrés. On a des dirigeants, on a des actionnaires, des investisseurs, des ETI et des PME qui viennent nous voir avec une idée en tête. Puis une fois qu'on fait cette analyse des transferts, on s'aperçoit que finalement, c'est pas la bonne opération. C'est pas le bon moment. C'est un peu tôt, c'est un peu tard. Ou alors, un dirigeant vient nous voir en nous disant, moi, je veux vendre ma société, et puis ils s'aperçoivent que, non, ils ont pas envie de vendre. En revanche, ils ont une peur, donc ils ont besoin de cranter un cash-out. Et dans ce cas-là, on va peut-être les emmener sur un LBO minoritaire, sur un LBO majoritaire, ou sur un adossement industriel par un groupe qui est soutenu par un fonds de LBO dans un cadre de stratégie de buy and build. Et puis dans ce cas-là, ils vont réinvestir dans un projet plus large et prendre même peut-être parfois un costume managérial encore plus large. Donc il y a plein de solutions. Mais pour ça, il faut être capable de maîtriser l'analyse stratégique, le financement et toutes les briques du savoir-faire de M&A. Accompagnement stratégique également. Notre plus ancien client, le groupe TNP, il a été constitué un dimanche dans nos bureaux en 2007. Et depuis 2007, on travaille pour les dirigeants, les 2 actionnaires fondateurs qui sont toujours les actionnaires majoritaires, pour les aider à structurer leur stratégie de dirigeants, leur stratégie d'actionnaires et également leurs acquisitions et leurs opérations immobilières. Tu en as parlé, Paul, il y a une grosse croissance pour la finance depuis quelques années. C'est quoi les principaux axes de développement de la boutique dans les prochaines années? Confidentiel. Ok, j'aurais tenté ma chance. Alors, je te pose quelques questions maintenant sur le métier de banquier d'affaires. On en a un petit peu parlé déjà, mais comment tu définirais, toi, aujourd'hui, le rôle d'un banquier M&A pour son client? Le rôle d'un banquier, c'est d'être au plus près de son client et d'être la personne de confiance sur ces sujets-là. On n'est pas là pour traiter les plantes du jardin. On n'est pas là pour s'occuper de la santé de la famille, la santé médicale de la famille. On a une expertise, on est un expert. Et encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, on est une lame d'un couteau suisse. Un bon dirigeant, il a un très bon couteau suisse avec plein de lames. Il faut que chacune des lames ait une fonction et une vraie utilité. Et nous, on essaye d'être la plus belle des lames de banque d'affaires auprès de nos dirigeants. Ça veut dire que très volontiers, on est toujours prêt à aller prendre un café, à faire une analyse de valeur, à passer du temps, à rencontrer la famille, à rencontrer les managers, pour permettre à nos clients de se forger une conviction. Selon toi, c'est quoi la raison qui pousse un entrepreneur, qui va le convaincre de faire appel à l'Argila Finance? On est bon. Techniquement, on a une réputation aujourd'hui qui me semble être très bonne. C'est le retour du marché. On y travaille tous les jours parce que il faut rester très bon, mais il faut s'améliorer dans un marché qui mute.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut qu'il y ait cette relation de confiance. Et on travaille pour beaucoup d'entreprises de croissance. Donc, il faut aussi que nos clients perçoivent tout l'intérêt qu'ils ont à nous solliciter en permanence pour être sur ces différentes étapes de croissance. Donc, c'est un accompagnement sur le long terme. Et puis, beaucoup de proximité. Parce que des décisions dans le monde de l'ETI et de la PME pour le dirigeant, qui est souvent le dirigeant fondateur, pour l'actionnaire qui peut faire partie de la famille, pour l'investisseur qui va être très attentif à tous les signaux faibles, c'est de faire preuve de beaucoup d'humanité, donc beaucoup d'écoute et de proximité, et de disponibilité. Le principal facteur clé de succès, alors tu as parlé de l'intégration juste avant, mais dans l'exécution, on va dire M&A, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui rend d'abord la banque contente d'elle-même, et puis le client satisfait aussi? La rigueur. On n'envoie pas des fusées sur la Lune. Faire un client, quand il a fait 1 LBO, 2 LBO, il est aussi bon que nous. Simplement, on va apporter cet état de l'art permanent, parce que ça évolue très vite. On va connaître parfaitement les conditions de marché, les bons interlocuteurs à aller voir. On est l'expert référent et on va exécuter un process. Mais l'exécution doit être absolument sans faille. Et je vais revenir à tes premières questions. C'est grâce à l'audit aujourd'hui que j'ai mis cette culture de l'exécution. Alors, on n'est pas les seuls, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je pense que l'audit m'a permis, moi, de me préparer à cette rigueur, tout en traitant les sujets d'éthique, de conflit d'intérêts dont je parlais, de comportement éthique vis-à-vis de son client, de l'intervention dans l'intérêt exclusif de son client, qui sont des points qu'il faut, c'est vraiment l'axe cardinal, il faut jamais le perdre. On n'envoie pas des fusées sur la Lune. Beaucoup de rigueur dans l'exécution et rigueur qui doit être organisée dans le cadre d'une méthodologie. Il y a des outils et il y a des revues de dossiers étape par étape. Quand moi j'ai commencé dans l'audit, j'avais mon chef de mission qui contrôlait j'avais mon je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Ouais, ça devait être un réviseur 2 ou un truc comme ça, qui revoyait les dossiers du réviseur junior. Puis après, le réviseur 2, il se faisait vérifier son dossier par le chef de mission. Le chef de mission, il se faisait vérifier son dossier par le manager. Et tout ce qui sortait, il y avait les 4 yeux, c'est-à-dire 2 associés qui regardaient tout. Je peux t'assurer que si t'avais fait une connerie, déjà, elle était vue en bas et tout ce qui sortait était nickel. On fait la même chose. Nous, on a les 4 yeux. Les documents qui sortent sont toujours revus par plusieurs associés. L'Archive Finance a bien grandi. Ton rôle, en quoi ton rôle il a évolué entre les premières années de la boutique et maintenant? Tout naturellement, j'étais beaucoup dans l'exécution. Aujourd'hui, je le suis moins parce que je considère que ma valeur ajoutée, elle est à la disposition des clients en étant extrêmement disponible, mais également à la disposition de l'équipe en proposant et en mettant en œuvre et en exécutant un projet de croissance et de développement. Alors, tu as parlé d'état de l'art. Il y a quelque chose qui est plus un art qu'une science en M&A, c'est la valorisation. Et la valorisation, c'est important dans ton métier, à la fois en buy side, parce qu'il faut bien savoir la valorisation des cibles potentielles pour le client, et aussi en sell side, puisqu'il faut bien pouvoir montrer au client le prix qu'il pourrait retirer de la vente de son entreprise. Mais la valorisation en small mid cap sur une TPE, PME, c'est plus compliqué que sur un grand groupe. Il y a peut-être moins d'informations, c'est pas toujours facile. Alors, j'ai plusieurs questions sur ça. La première, c'est comment tu fais au quotidien pour être sûr de tomber le plus juste possible, même si évidemment c'est un art et pas une science. Et 2, est-ce que tu te trompes parfois? En gros, est-ce que la valorisation retenue à la fin du deal, donc le prix finalement, c'est parfois loin de la valorisation anticipée par la banque au début des négociations? Excuse-moi, mais ta question peut pas être posée comme ça. C'est-à-dire que lorsque le prix que tu obtiens sur une transaction est significativement différente de la valeur, c'est que c'est pas que tu t'es trompé, mais que tu as été un bon banquier. Oui, tu as bien négocié. Tu as bien négocié. Ouais. Tu as mis en place un bon process. La valeur, on se trompe jamais. C'est très objectif. Il n'y a aucune raison qu'on se trompe sur une valeur. On a toutes les bases de données de la Terre. On a des experts en valo en interne. Mon associé Tanguy, il a fait un ESS de valorisation d'entreprise. Il a la Société française des évaluateurs d'entreprise. Moi, je viens de l'audit. Enfin, c'est une technique. Il y a même pas de débat là-dessus. On se trompe pas sur une valo. En revanche, notre métier, c'est de faire émerger un prix. Et le prix, ce n'est qu'une seule chose, c'est ce qu'est capable de poser quelqu'un pour une transaction sur une table. Sachant que le prix n'est qu'un élément qu'est un des éléments d'une transaction. Il y a également les façons de payer ce prix, il y a les modalités, toutes les modalités qui vont sur un deal. Mais oui, nous on adore quand on surperforme significativement la valorisation.
Une ou deux questions sur le recrutement avant de terminer ce podcast. L'Argilière Finance attire de plus en plus de candidats. Nous, on le voit chez Training New, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent passer d'entretien ou faire des stages chez vous. Comment sélectionner les meilleurs candidats et qu'est-ce que tu recherches, toi, chez les jeunes banquiers? Alors, nous, déjà, quand on recrute un stagiaire, c'est toujours dans la perspective qu'il devienne associé chez nous. C'est pas de la main-d'œuvre. C'est au contraire nous permettre d'identifier les meilleurs talents. Comme on est fortement en croissance, cette croissance elle passe par des hommes. Depuis 1 an, on est 3 associés historiquement au capital. On a ouvert à nos principaux managers et on ouvre de plus en plus. Aujourd'hui, l'un des associés, il est rentré en stage en 2011, Shamir. Aujourd'hui, il est equity partner. Thomas, il est rentré très jeune directeur en 2015. Le patron du plateau des juniors, Florian, il est rentré stagiaire en 2014. C'est ça qui nous intéresse. Tous les analystes, sauf un, mais tous les analystes, parce qu'on grossit trop vite, mais tous les analystes seniors sont des anciens stagiaires. En un mot, ton conseil pour décrocher une offre de stage ou de CDI chez l'Argilière Finance? Bien dans sa peau, sympa, très bosseur, et quelqu'un à qui on a envie de faire confiance. Parce que ça va être un professionnel extrêmement solide et qu'il aura l'humilité et qu'il va beaucoup progresser et beaucoup apprendre. On va passer, si tu le veux bien, à la dernière partie de ce Career Insight. Et pour nos auditeurs, je rappelle les règles, mais vous les connaissez maintenant. Si vous êtes des suiveurs réguliers de ce podcast, c'est le quiz du Career Insight. Question courte de mon côté et réponse courte de ton côté. D'accord. On y va? Je vais essayer, avec plaisir, Guillaume. Si tu dois, Paul, définir l'Argilière Finance en un mot, ce serait lequel? Bon et sympa. La principale qualité d'un banquier d'affaires? Bienveillant. C'est pas du bullshit, hein. Parce que de temps en temps, tu prends des décisions qui sont contre tes intérêts. Mais si tu le fais pas, t'es un peu un salaud. Donc, bienveillant avec les clients, bienveillant avec les équipes. La principale qualité d'un entrepreneur? Il ne lâche rien. Ne rien lâcher, c'est rien lâcher sur le boulot, mais rien lâcher sur les valeurs non plus. Pas se faire tourner la tête parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a un intérêt. Donc, faut rien lâcher. Rien lâcher à ses valeurs et rien lâcher à son travail. Ton meilleur souvenir professionnel? Tous les matins, quand j'arrive, moi, mon plaisir tous les matins quand j'arrive et que je vois les hommes et les femmes chez l'Argilière. En plus, c'est super parce que je sors de l'ascenseur et à gauche, il y a le plateau des juniors et à droite, il y a le plateau des managers. Et quand j'arrive vers 9h30, tout le monde est là. Quand j'arrive plus tôt, quand j'arrive à 8h, il y a moins de monde. Mais je vois tous ces jeunes, c'est formidable. Ils sont sympas, ils sont bosseurs, on s'entend bien, on fait des super séminaires, c'est formidable. C'est vraiment, tous les matins, j'ai ce meilleur souvenir. Ton pire souvenir professionnel? Mon pire souvenir professionnel, à un moment, on a perdu un deal quand on était dans la construction de l'Argilière Finance, et là, on s'est dit, ça va être très compliqué. Et je me suis dit, ne plus jamais dépendre d'un deal, ne plus jamais dépendre d'une personne, ne plus jamais dépendre d'une situation. Le plus beau deal que tu as réalisé? Alors, je ne veux pas prendre le plus gros ou le plus successful parce que c'est très bien et c'est très rewarding pour les équipes. Ça fait des très beaux tombstones dans la presse. Mais je crois que une des plus belles opérations, c'était il y a 3 ans, un peu après le confinement. On a closé un deal industriel dans l'Est de la France. Et on a vendu une petite entreprise industrielle, PME, avec des salariés, avec un savoir-faire très industriel. Et c'était un couple qui tenait ça, et c'était la 3e génération. L'homme qui dirigeait l'entreprise, et qui était assisté par sa femme, était épuisé. Et sa femme voulait qu'il arrête. Ils avaient rencontré les banques d'affaires, et puis moi je me souviens, on avait fait la première réunion dans la cuisine, dans l'arrière-cuisine de l'usine. Il y avait un peu du cambouis partout, et puis la femme était venue me voir sur le parking en me disant oh ben vous au moins vous nous prenez pas pour de la merde. Et je lui ai dit mais non on va la vendre votre entreprise et on la vendra bien. Et on l'a bien vendue et j'étais très content pour eux, parce que c'était l'aboutissement du travail de 3 générations, c'était le repos d'un entrepreneur, c'était la satisfaction de son épouse qui voulait qu'il arrête, et puis j'étais très content que les équipes sortent une belle opération comme ça. Le deal le plus difficile que tu as fait? Il y en a pas de simple, hein. Ils sont tous difficiles, c'est pour ça qu'on est là. Le client qui t'a le plus impressionné?
C'est un chef d'entreprise que je vois encore assez régulièrement, mais c'est un très vieux monsieur. Quand j'étais étudiant, il m'a payé une partie de mes études. Je faisais des analyses de valorisation de ses projets. Et ensuite, je l'ai accompagné en tant que banquier d'affaires sur des sessions 20 ans après. Et puis 15 ans après, je le vois encore. Mais c'est un monsieur très âgé. Et il a toujours eu dans son regard, même en étant aujourd'hui vraiment un vieux monsieur, cette étincelle de l'entrepreneur. Il me parle toujours de ses projets et je trouve ça formidable. Mais je crois que finalement, le fil rouge et pourquoi j'ai fait ce métier et pourquoi j'ai quitté Arthur sans y être rentré quasiment, c'est parce que je voulais être au plus proche des dirigeants. Et c'est formidable de voir des dirigeants qui ont le feu sacré, qui ont toujours des projets, qui ont toujours envie. Et c'est finalement ça que j'aime en tant que banquier d'affaires. L'anecdote que tu n'as pas souvent partagée et dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? Je sais pas, je suis très transparent. Je partage beaucoup avec mes équipes, donc il n'y a pas de partie cachée. Alors une anecdote de manière générale que tu aimerais nous raconter? Dans notre métier, on en a plein quand même. Hein. On a plein de choses rigolotes parce que on a les montagnes russes des émotions. C'est un peu du rodéo tous les jours. Mais comme ça, en tête, j'ai pas d'anecdote particulière. Dernière question. Le conseil que tu donnerais au jeune Paul Bougnoux qui étudiait à l'ISC et à l'ESCP dans les années 80? Je vais citer un grand homme politique du XXe siècle qui a dit une pensée que je trouve extrêmement forte, c'est « là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Bon, c'est de Lénine, je suis désolé. C'est pas très banque d'affaires et c'est pas un homme politique exemplaire, mais en revanche, je trouve que la phrase est intéressante. Merci Paul Bougnoux. Merci Guillaume. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires, à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil, et à vous abonner à notre plateforme TrainingNow si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.